Et de l'Inde, on en reparle ce soir avec notre invité Guillaume Delacroix, journaliste, correspondant à Bombay de 2013 à 2021 pour Mediapart, puis Le Monde et Courrier International, co-auteur avec Sophie Landrin Dans la tête de Narendra Modi, paru le 14 février dernier. Bonsoir Guillaume Delacroix, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Tout d'abord, un mot de cette campagne électorale qui s'est donc achevée, largement dominée tant dans les médias que dans les rues, disons, à travers les affiches électorales par la personne de Narendra Modi. Comment expliquer cette omniprésence ? Mais c'est la façon, c'est la vision qu'a Narendra Modi du pouvoir, et puis c'est la façon dont il l'incarne depuis maintenant 10 ans, puisqu'il était élu pour la première fois en 2014, Premier ministre de l'Inde, ce pays gigantesque, XXL, on dit, parce que 1 milliard de gens vont voter, et donc il personnifie vraiment le pouvoir comme jamais. Alors on avait vu ça un peu dans le passé avec Indira Gandhi, en son temps, qui avait aussi manié le culte de la personnalité et la propagande en ce sens, mais là, avec Narendra Modi, on arrive à des niveaux étonnants, inédits, des portraits du Premier ministre partout dans le pays, et puis vraiment le choix entre Modi et le reste. Et souvent, quand on va interroger pendant les campagnes électorales, c'était déjà le cas en 2014, puis en 2019, quand on va demander aux gens, allez-vous voter pour le BJP, le parti de Modi, ou pour le parti du Congrès, ou pour un autre parti, ils ne répondaient pas. Ils disaient, on va voter pour ou contre Modi. C'est dire à quel point le pouvoir a été personnifié, c'est délibéré de la part de Narendra Modi, et jusqu'à présent, ça lui a porté chance. Et ce culte de la personnalité favorisé aussi, disons, par des moyens financiers importants. Alors, la politique passe toujours par l'argent, et notamment au moment des élections, bien entendu. Et c'est vrai que son parti, on l'a découvert parce qu'il y a un scandale qui a éclaté tout récemment sur un système qui a été mis en place par le gouvernement Modi en 2018, qui consistait à permettre à des entreprises et à des personnes privées de faire des dons de façon anonyme. Donc, ça a rendu le système complètement opaque. Et puis, on vient de découvrir, parce que la Cour suprême l'a imposé, a dit, voilà, dites qui a donné et à qui, que c'est le parti de M. Modi qui en a bénéficié très largement, qui a récolté, capté la moitié des fonds. Alors, il est arrivé à la tête de l'Inde il y a 10 ans maintenant, élu en 2014 et reconduit à la tête du pays en 2019. Il bénéficie, vous l'avez dit, d'une forte popularité, presque d'un culte de la personnalité, comme sont vos mots employés il y a quelques instants. Quels en sont les ressorts ? Alors, sur la popularité, il faut être très prudent. Et d'ailleurs, sur le pronostic que vous avez fait, voilà, la partie est déjà gagnée. M. Modi va vraisemblablement être reconduit. Moi, je serais prudent parce que d'abord, les élections vont durer 6 semaines. La campagne n'est pas terminée. Elle va se poursuivre dans toutes les circonscriptions où le vote n'a pas encore eu lieu et où le vote va avoir lieu au long de toutes ces semaines. On connaîtra les résultats que le 4 juin. Donc, pour l'instant, je pense que le jeu démocratique va s'opérer et on ne sait pas vraiment encore ce qui peut se passer. Il peut y avoir plein de choses dans une campagne électorale. Mais c'est vrai que la popularité, alors prétendue, parce qu'on n'a pas vraiment d'outils pour la mesurer dans un pays de cette taille, 1,4 milliard d'habitants, c'est un succès dû à des choses patentes, parce qu'il a développé, accéléré les constructions d'infrastructures, les routes, les aéroports, les ports, ça c'est vrai. Il a aussi redonné du lustre à l'image de l'Inde, en étant très présent sur la scène mondiale, en voyageant beaucoup, en allant à la rencontre de la diaspora, en rencontrant les grands dirigeants du monde, en accueillant la grand-messe du G20 au mois de septembre à New Delhi. Donc c'est vrai que pour les Indiens, il redonne une fierté à une civilisation qui a vécu pendant plusieurs siècles quelque chose un peu de l'ordre de l'humiliation. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont raconté ça parce qu'ils ont été occupés par des civilisations musulmanes, les Moghols notamment au Moyen-Âge, et puis par les Britanniques. Et donc ils sont en train, Modi leur redonne leur destin. Ils reprennent leur destin en main, et ça c'est quelque chose qui évidemment le rend très populaire aux yeux des masses, on va dire. Voilà. Et sa politique de ce qu'on appelle le New Welfarism, donc la distribution d'aides concrètes aux plus démunis, notamment du riz, des lentilles, ça aussi, ça l'a rendu populaire ? Alors ça, c'est un sujet très intéressant. C'est effectivement, Modi et sa popularité s'explique aussi par ça, à multiplier les programmes sociaux, donc sous forme en nature, donc des distributions, vous le dites, de sacs de riz, de sacs de lentilles, des bonbonnes de gaz pour que les femmes puissent cuisiner sans aller chercher du bois dans la forêt. On construit des toilettes partout dans les villages, et puis on distribue de l'argent aussi aux agriculteurs. Les 2 tiers des Indiens vivent de l'agriculture dans le monde rural encore aujourd'hui. Mais à côté de ça, aider les gens avec des sacs de riz et de lentilles, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Et en réalité, aujourd'hui, il y a 800 millions d'Indiens, un peu plus de 800 millions d'Indiens qui ne
ne peuvent pas subvenir à leurs besoins tout seuls et qui ont besoin de ces aides de l'État. Donc c'est aussi un aveu de faiblesse en même temps. C'est-à-dire que sans l'État, les gens ne s'en sortent pas. On va revenir sur les inégalités qui sont d'ailleurs accrues dans le pays ces dernières années. En tout cas, son fonds de commerce, on peut le dire, c'est le nationalisme hindou ou majoritarianisme hindou, dont la matrice idéologique, c'est donc le concept d'hindouité. C'est quoi son ambition pour l'Inde à cet égard? L'hindouité, c'est l'idée que pour être indien, il faut être hindou. Si on est indien, on est nécessairement hindou, c'est-à-dire que ça dépasse la notion de la religion même. Ça dépasse l'hindouisme au sens de religion qui serait en compétition avec l'islam ou avec la chrétienté. C'est l'idée. Donc l'Inde multiculturelle, il n'en veut pas. Alors lui, il est contre cette Inde multiculturelle. Il considère que, pour tout un tas de raisons, je vais y revenir, l'Inde est hindoue par essence, et même dans son ADN, dans le sang qui coule dans les veines des Indiens, que c'est finalement, le sionisme, c'est un peu pareil. On considère que la religion est une race. On assimile ça à une race, en réalité. Donc c'est une vision un peu ethnique en réalité de l'hindouisme et de la nationalité en fait. Donc ça a été toute sa politique et toute l'idéologie de sa famille politique, le nationalisme hindou, ça repose là-dessus, c'est-à-dire que même s'ils sont majoritaires, les hindous, 80% de la population, eh bien ils ont tous les droits et tous les autres, les musulmans, c'est quand même 200 millions de gens, les chrétiens, 35 millions d'individus, eh bien ils n'ont droit qu'à une portion congrue des droits que tous les citoyens devraient avoir. Donc c'est être traités comme des citoyens de seconde zone et c'est vraiment asseoir. C'est ce que ressentent aujourd'hui les musulmans, les 200 millions de musulmans qui vivent en Inde? Il y a 200 millions de musulmans en Inde, c'est que 14% de la population, mais comme ce pays est extrêmement peuplé, c'est énorme. C'est le 3e pays musulman au monde après l'Indonésie et le Pakistan. On va revenir maintenant sur sa formation idéologique. On le sait, il a grandi et gravi tous les échelons au sein de cette mouvance nationaliste depuis tout petit. Alors, il est tombé dans le chaudron, comme on dit. Il est tombé dans le marmite comme Obélix, c'est-à-dire qu'il a vraiment, dès sa plus tendre enfance, été immergé dans cette famille. Alors, il y a une organisation, c'est assez difficile à concevoir en France parce que c'est énorme. Une famille tentaculaire qui prend la forme d'associations caritatives, des journaux, des écoles, énormément d'écoles dans tout le pays qui forment la jeunesse et l'endoctrinent. Et donc, c'est une organisation un peu paramilitaire parce qu'on leur apprend des arts martiaux pour se défendre. Et donc Modi, lui, il est tombé dedans à l'âge de 8 ans parce que dans son village, comme dans beaucoup de villages en Inde, eh bien, cette organisation qui s'appelle le RSS, l'Association des volontaires de la nation, avait pignon sur rue. Et donc c'était un moyen pour lui de sortir de l'école et de faire autre chose et d'apprendre cette vision qu'il y a toujours cette famille politique de l'histoire de l'Inde multimillénaire et puis un récit historique qui prête quand même à confusion parce qu'on commet des erreurs. On réécrit l'histoire au profit de cette vision dominatrice des hindous. Et donc lui, il a baigné là-dedans et il n'en est jamais sorti. Donc il est vraiment formaté à cette idéologie nationaliste qui vient de loin. Il n'est pas l'auteur de ce qui est mis en œuvre aujourd'hui en Inde. C'est là des années 20, c'est ça? Il est le résultat d'un siècle d'infusion d'une idéologie qui a vraiment pris forme dans les années 20, en 1925, ça va bientôt faire 100 ans, et une organisation qui s'inspirait ouvertement, publiquement, des phalanges fascistes en Italie, donc dans les années 20, et puis après, qui voulait s'inspirer du nazisme au point de dire qu'il fallait faire avec les musulmans en Inde ce que les nazis faisaient avec les juifs. Donc tout ça, c'est une parentalité de cette organisation à laquelle Modi appartient et il l'assume parce qu'il dresse des statuts fondateurs de ce mouvement encore aujourd'hui. Et donc ce sont ses sources d'inspiration. Concernant toujours sa formation idéologique, vous avez choisi des photos d'archives qui datent cette fois des années 1990. On va pouvoir les visionner. Voilà, on voit Narendra Modi aux côtés du patron, si je ne me trompe pas, de son parti actuel, le BJP, donc le patron de l'époque, Advani, c'est ça. Voilà. Et ils organisent ce qu'on appelle un yatra, un grand pèlerinage à travers l'Inde. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces images et nous dire pourquoi, pour vous, c'est important pour expliquer le Narendra Modi d'aujourd'hui? Pour moi, ça, c'est vraiment un événement fondamental qui explique tout. Ça se passe à Ayodhya. C'est une ville sainte au bord d'un affluent du Gange, dans le nord de l'Inde. Et dans ces années 90, le patron du BJP, donc on voit là, salué avec sa main, Advani, organise un voyage à travers le pays pour
ameuter les foules et entraîner les hindous les plus radicaux derrière lui pour aller vers cette ville d'Ayodhya où se trouve une mosquée qui avait été construite au XVIe siècle par un empereur moghol, le fondateur de l'empereur moghol, pour que cette mosquée soit détruite. C'était vraiment le fantasme de la famille nationaliste. Alors, en 92, en effet, elle a été démolie à coups de pioche et de marteau par des fanatiques et s'en sont suivis des émeutes dans tout le pays. Il y a eu des milliers de morts, ça a été absolument dramatique. Et ce qui est important quand on voit ces photos, c'est que dans les années 90, au tout début des années 90, il y a un homme de l'ombre qui est, là on le voit sur les photos, derrière M. Advani et qui organise la logistique de ce voyage pour essayer de rassembler les gens et de les emmener à Ayodhya. Et c'est Narendra Modi, il a 40 ans et il est l'artisan de cette concentration des forces les plus radicales du mouvement hindouiste qui donne lieu donc à la démolition de la mosquée et aujourd'hui à la construction, à la place de cette mosquée, d'un temple hindou qui serait... C'était d'ailleurs le coup d'envoi véritable de cette campagne aux législatives. La justice l'a autorisé à le faire en 2019 et il a lancé les travaux en plein Covid et avec une cérémonie religieuse étonnante où il s'est transformé en grand prêtre. Et puis là, au mois de janvier, pour lancer sa campagne électorale, donnant donc à la campagne de 2024 un ton délibérément religieux, il a inauguré ce temple d'Ayodhya qui est un peu, dit-il, ce que la Mecque est pour les musulmans. C'est la Mecque des hindous. Avant d'arriver à la tête du pays, il a été aussi à la tête, il y a 20 ans maintenant, de l'État du Gujarat. Ça a été une sorte de laboratoire pour la politique qu'il mène aujourd'hui et qu'il veut continuer à mener pour le pays tout entier. Oui, exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Narendra Modi est un homme d'appareil, un autodidacte. Et donc, il a été formé d'abord, je l'ai dit, par cette organisation tentaculaire, le RSS, et puis ensuite par le BJP, puisqu'il a suivi la montée des échelons dans l'appareil du parti. Et puis, en 2001, il est porté à la tête de cet État, le Gujarat, dont il est originaire, puisqu'il est né là-bas. C'est accessoirement aussi l'État dont est originaire le Mahatma Gandhi. Donc, c'est dans l'imaginaire indien un lieu très important de l'Inde. Et en 2001, il est à la tête de cet État et se produisent quelques mois plus tard des pogroms anti-musulmans absolument dramatiques. Donc 2000 morts. 2000 morts, essentiellement, enfin très majoritairement des musulmans. Et parce qu'il y avait eu un incendie dans un train qui ramenait des pèlerins qui étaient allés célébrer justement les 10 ans de la démolition de la mosquée d'Ayodhya. Et en représailles des morts indiens dans ce train, on a su plus tard qu'en réalité c'était un accident, il n'y avait pas eu du tout d'émeute provoquée par des éléments musulmans. Et bien en représailles, les hindous sont allés attaquer les quartiers musulmans d'Ahmedabad, la ville principale du Gujarat, et puis de toutes les villes aux alentours. Donc ça a été absolument dramatique et Modi, qui dirigeait le gouvernement de cette région, a laissé faire. Voilà. Il a été accusé, il a été poursuivi en justice, blanchi par la suite, mais ça lui avait valu de perdre son visa pour les États-Unis. Il était vraiment banni de tous les pays. Il était considéré comme un homme absolument infréquentable, mais ça a lancé sa carrière politique et c'est pour ça que c'est important, cette affaire d'Ayodhya et de ces pogroms anti-musulmans de 2002 au Gujarat, parce que quelques mois après, il s'est présenté au suffrage des électeurs, il a été brillamment élu, puis réélu, et il a dirigé cette région pendant plus de 10 ans. Autre vidéo que vous avez vous-même sélectionnée et qui en dit long sur la personne et la politique de Narendra Modi. Cette fois, elle date de mai 2023, lorsque Narendra Modi inaugure le nouveau siège du Parlement. On va pouvoir visionner peut-être dans quelques instants ces images. Qu'est-ce que ça révèle ? Alors, cette inauguration du nouveau Parlement à New Delhi, qui a été commandée effectivement par le gouvernement Modi, c'est l'idée qu'il faut se détacher de l'architecture construite par les Anglais dans cette capitale de New Delhi et que, en fait, là, on le voit, il descend avec un sceptre d'or à la main. Il mêle, comme jamais aucun gouvernement indien ne l'a fait, le politique et le religieux. Pourquoi ? Parce qu'il veut donner l'idée que son pouvoir, il le détient en fait d'un droit divin et que ce sont les dieux qui le protègent, ce sont les dieux qui le guident et qu'il est là aussi, ça donne l'idée aussi qu'il est là pour longtemps. Et donc il dirige cette cérémonie absolument exotique, on va dire, curieuse, qui choque beaucoup les partisans de la laïcité, puisque l'Inde est un pays laïque, officiellement, c'est écrit dans sa constitution. Et là, on le voit, il dirige une liturgie qui n'a rien à voir avec son rôle de Premier ministre, en présence de sadhus, de gourous hindous, presque exclusivement des hommes d'ailleurs au passage, pour magnifier la dimension divine du pouvoir politique qu'il détient des électeurs, malgré tout. Parallèlement, on l'accuse de dérives autoritaires, notamment ces dernières années, avec notamment un haro sur l'opposition, beaucoup d'arrestations d'opposants. Il leur coupe aussi
des sources de financement. Qu'en pensez-vous ? Alors pour moi, effectivement, l'Inde est en train de quitter le camp des démocraties parce que même s'il y a des élections, comme ça a commencé aujourd'hui en Inde, eh bien, les piliers de la démocratie qui forment l'état de droit, sur lequel repose une vraie démocratie, la justice, les contre-pouvoirs, l'université, la presse... La séparation des pouvoirs, la justice a été quand même mise en coupe réglée en Inde. Le Parlement a très très peu de pouvoir parce que Modi concentre tout entre ses mains, comme jamais, alors que le pays est fédéral. Et puis surtout, les opposants n'ont plus le droit à la parole. On peut se faire arrêter pour un tweet ou un petit post sur Facebook qui déplaît au gouvernement. On ne peut plus critiquer Modi, on ne peut plus critiquer sa politique. Il n'y a plus de débat démocratique en Inde aujourd'hui. Donc c'est plus une démocratie pour vous ? La plus grande démocratie au monde, telle qu'on l'appelle. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques apparences de démocratie et je pense que Narendra Modi en a besoin pour se légitimer, pour asseoir son pouvoir, mais en réalité, il manque beaucoup de choses pour que ce soit une démocratie saine et fonctionnelle. Et en tout cas, il y a de plus en plus de répression, alors à la fois contre les musulmans, puisque l'ennemi numéro un, l'ennemi fabriqué par le pouvoir, c'est le musulman, mais c'est aussi toutes les voix dissidentes et tous ceux qui voudraient qu'il y ait un débat sur les grands sujets de société et de ce pays en développement, sur lesquels pèsent encore beaucoup d'inconnus. Concernant le vote lui-même, pas mal de soupçons, notamment sur les machines de vote. Et vous l'avez dit, donc les leaders de l'opposition en prison. Enfin, quelle crédibilité accorder du coup à ce scrutin ? Alors c'est la difficulté du progrès technologique, on va dire, parce qu'avant on votait en Inde comme en France avec des bulletins de vote papier, et puis aujourd'hui ce sont des machines électroniques sur lesquelles les électeurs appuient sur des boutons en choisissant le symbole du parti qu'ils désirent. Et donc de fait il y a un soupçon grandissant, même si la commission électorale qui est chargée de l'organisation des élections le dément, mais il y a toujours un soupçon de fraude parce que c'est informatisé, ce sont des logiciels, on ne sait pas vraiment qui récolte les résultats, et puis ce scrutin se déroule en 7 phases, durant 6 semaines. Donc, que deviennent ces machines ? Elles sont déplacées d'une région à l'autre. On ne sait pas qui les garde. On ne sait pas qui gère les logiciels et qui collecte les données. Est-ce qu'elles sont vraiment protégées ? Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation sur la véracité des résultats. Dernière question, Guillaume Delacroix. Malgré ces dérives multiples que vous avez décrites, vous avez aussi évoqué cette question. L'Occident courtise, on peut le dire, l'Inde. Pourquoi ? La principale explication, c'est que l'Inde représente un contrepoids à la Chine. Et comme en Occident, alors aux États-Unis... Et au rapprochement Chine-Russie. Voilà, alors le rapprochement entre la Russie et la Chine depuis la guerre en Ukraine notamment, mais c'est-à-dire qu'on a besoin d'un allié, d'un ami dans cette région de l'Indo-Pacifique, en Asie, pour essayer d'enrayer l'expansionnisme chinois. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'Inde étant le pays le plus peuplé du monde aujourd'hui, elle représente un marché économique absolument colossal, un Eldorado, disent certains. Pour moi, c'est encore un mirage parce que la classe moyenne est encore très faible, le pouvoir d'achat aussi. Donc, pour l'instant, l'Inde n'est pas en mesure de prendre l'ascenseur social et économique qu'a pu prendre la Chine en son temps. Et donc, en fait, les Occidentaux imaginent que ça sera un débouché futur pour ces centrales nucléaires, ces TGV, ces avions de combat, etc. Pour l'instant, c'est encore balbutiant, mais c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, on essaie d'être amis avec Narendra Modi et avec son gouvernement. Et puis aussi, l'autre explication, c'est que l'Inde ne représente pas une menace. Donc, on ne peut pas faire la même chose avec M. Erdogan, le dirigeant de la Turquie, on ne peut pas faire ça avec Poutine, on ne peut pas faire ça avec Xi Jinping. Narendra Modi, lui, ne va pas attaquer l'Europe demain. Donc, d'une certaine manière, il est presque plus fréquentable aux yeux des dirigeants occidentaux. Mais du coup, on se voile la face sur la réalité de ce qui se passe dans son pays. Merci infiniment pour Guillaume Delacroix pour cet éclairage passionnant sur l'Inde d'aujourd'hui, sur ces législatives qui vont donc durer durant 6 semaines et qu'on va suivre bien évidemment sur France 24. Voilà, c'est la fin de cet entretien.